combat aujourd'hui est plus complexe, plus rapide dans ses mouvements que jamais auparavant dans l'histoire militaire. Et l'entraînement d'aujourd'hui doit fournir des compétences, des armes, un savoir-faire, une capacité globale qui dépasse de loin tout ce qu'exigeaient les défis du passé. De plus, les engagements militaires mondiaux de l'armée des États-Unis dans les années 1960 rendent nécessaire une organisation d'une taille, d'une puissance et d'une polyvalence que le monde n'a jamais connue. Des forces préparées grâce à un entraînement physique et technique intensif à relever n'importe quel défi à tout moment avec une réponse mesurée. Des forces prêtes et capables d'aller partout sur Terre à tout moment, emportant avec elles tout ce dont elles ont besoin pour rendre leur action décisive. Le fonctionnement efficace d'une opération aussi vaste et variée ne se produit pas simplement. La coordination de tous les facteurs, mouvement, communication, approvisionnement et réapprovisionnement, ainsi que l'action disciplinée des équipes, grandes et petites, qui portent le combat à l'ennemi. Tout cela nécessite des chefs, et le leadership ne se produit pas simplement. Aujourd'hui, l'une des principales sources des jeunes officiers qui assurent ce leadership est le système des écoles de formation des officiers de l'armée, l'OCS, et le bilan que ces officiers formés à l'OCS ont accompli est une grande fierté. Peu de gens réalisent à quel point ce bilan remonte loin. Beaucoup d'entre nous se souviennent du fonctionnement de l'OCS pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, cela a commencé en 1917. La première promotion a été diplômée en août de cette année-là, et 2 de ses membres ont ensuite porté les 4 étoiles de général d'armée, Walter Bedell Smith et John E. Hull. Lorsque le concept d'OCS a été remis en action en 1941, c'était en réponse à un besoin désespéré de chefs dans un conflit mondial bien plus vaste que la Première Guerre mondiale. Et il a répondu à ce besoin. L'OCS a formé un demi-million d'officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cet emblème représente toujours une source de jeunes chefs dévoués et compétents professionnellement. Leur travail remarquable à travers le monde parle de lui-même. La façon dont ils sont formés pour ce travail à l'échelle mondiale est le sujet du grand reportage d'aujourd'hui. D'accord, en avant. Aujourd'hui, le besoin croissant de l'armée en jeunes chefs a mis en lumière le rôle essentiel du programme de l'école des officiers candidats de l'armée. 3 écoles de service de l'armée organisent actuellement des cours pour officiers candidats dans différentes branches du service. L'école des officiers candidats de l'infanterie à Fort Benning forme les candidats aux compétences professionnelles requises pour devenir sous-lieutenant dans l'infanterie. De plus, cette école nomme des officiers dans des branches qui ne disposent pas de programme OCS, tels que la police militaire, le renseignement, la chimie, les finances et l'adjudant général. Dans les 2 autres écoles de candidats officiers, les élèves sont formés aux compétences de combat de base ainsi qu'à des matières spécialisées. L'école d'officiers d'artillerie et de missiles de Fort Sill enseigne aux candidats à utiliser tous les types d'artillerie de l'armée, des obusiers aux roquettes libres et aux missiles sol-sol. À l'école d'officiers du génie de Fort Belvoir, les candidats apprennent les matières spécialisées propres à cette branche. Construction de ponts, de routes, combat, construction, démolition, pose et franchissement de champs de mines. À partir de ces 3 écoles, de jeunes officiers sont également envoyés pour une formation complémentaire dans d'autres spécialités militaires. Intendance, matériel, transmission, transport, blindés. Ces écoles forment un flux impressionnant de jeunes officiers bien entraînés et hautement motivés, qui servent avec distinction dans les unités de l'armée à travers le monde.
pour illustrer la grande variété de cours qui composent le programme de 6 mois et montrer comment le potentiel de leadership est développé. Nous allons suivre un jeune candidat dans une école de formation des officiers. Dans cet exemple, l'école des candidats officiers d'infanterie à Fort Benning. Les normes de formation élevées maintenues à Fort Benning sont typiques de celles de toutes les écoles de formation des officiers. Je m'appelle Bill Sands et je vais à l'école des candidats officiers d'infanterie à Fort Benning, Géorgie. C'est seulement en disant au revoir à certains gars que j'ai vraiment réalisé que j'allais à l'école des candidats officiers, ce n'était plus un simple espoir fou. J'attendais cela depuis des semaines. J'ai ressenti une vraie excitation en passant la porte de Fort Benning. Et quand j'ai vu pour la première fois le bâtiment de l'école d'infanterie, cette immense statue du fantassin m'a vraiment impressionné. Peut-être que dans 6 mois, moi aussi je porterai ce patch de l'école d'infanterie sur mon épaule. Suivez-moi. Celui qui a trouvé ce slogan a vraiment visé juste. Suivez-moi. Je pouvais à peine suivre le rythme effréné de cette première semaine. Tout a commencé par un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de l'officier tactique du peloton. J'allais perdre mon galon de première classe durement acquis. Et pour la première fois, je voyais de près celui qui allait me surveiller tout au long de l'école des officiers. Pendant ces 4 premières semaines, il était toujours là, à corriger, à pousser, à encourager. Bien plus tard, j'allais comprendre à quel point cette période de transition était importante pour nous préparer à la pression des semaines à venir. Nous devions porter notre poids, voire le double, en matériel et manuel. C'est mon colocataire, le candidat Williams. Nous nous demandions comment nous allions pouvoir trier toutes ces affaires et tout mettre à sa place. Nous n'avons pas eu longtemps à nous poser la question. Voilà un candidat officier supérieur, il a la responsabilité d'orienter tous les nouveaux candidats. Il nous explique, à sa manière douce et persuasive, qu'il existe un règlement pour le placement de chaque objet. C'était notre première leçon sur la façon de nous organiser, une étape importante dans l'apprentissage du leadership. Vous apprenez à faire en quelques minutes ce qui vous prenait des heures, là où le temps est précieux. Vous vous levez tôt et courez pour suivre le rythme d'une longue journée. Et vous continuez à courir dans le cadre de votre entraînement physique quotidien. Vous avez l'impression de vous rapprocher du mouvement perpétuel. Chaque pas est soigneusement réglementé, même lorsque vous vous arrêtez. Dans la file pour le repas, chaque candidat se tient à environ 1 mètre du candidat devant lui. Cependant, on vous laisse le temps de prendre 3 repas par jour. Sans aucune brimade ni bizutage de la part des élèves plus âgés, on s'attend à ce que vous vous comportiez en gentleman ici, comme partout ailleurs. Et si le candidat a besoin d'instructions sur les bonnes manières, elles lui sont données de façon positive et constructive. Les 4 premières semaines du cours étaient dures, mais dès la 5e, ils ont vraiment intensifié le rythme. Tout a pris un sens. Cependant, lorsque nous avons entendu un discours du commandant de bataillon, il nous a parlé de beaucoup de choses concernant l'OCS, le code d'honneur et ainsi de suite. Mais l'essentiel était. Il a expliqué que le but de l'école est de former des officiers d'infanterie qui ont la volonté et la capacité de diriger des hommes au combat.
que les détails apparemment sans fin servent à apprendre aux futurs officiers à se souvenir des petites choses qui peuvent faire une différence vitale sur le champ de bataille. Que la pression constante sert à endurcir les hommes afin qu'ils puissent faire face à la pression bien plus critique du combat, lorsque la vie des hommes est en jeu. Et la réussite au combat dépend de la stabilité d'esprit d'un officier sous le feu. Tout cela se résume en un seul mot qui devient une partie de votre cerveau et de vos tripes. C'est le leadership, le leadership, le leadership, souligné sans cesse. Le commandant du bataillon nous a donné l'inspiration, c'est vrai, mais ce qui allait faire la différence, c'était la transpiration. Les armes et les tactiques sont les outils d'un officier d'infanterie que nous avons commencé à apprendre. Se qualifier avec le fusil, tirer sur un champ de tir, entraîner sur des cibles qui surgissent, et ensuite le tir d'assaut. La mitrailleuse M60. Des armes utilisées par l'équipage, comme le mortier de 81 mm sont le canon sans recul de 90 mm, le canon sans recul de 106 mm, nous avons appris l'astuce de tirer des balles traçantes pour repérer les cibles fixes et mobiles avant de lâcher le coup décisif. Nous avons beaucoup travaillé la lecture de cartes en apprenant à associer le terrain. Cet exercice consiste à retrouver sa position sur la carte grâce aux courbes de niveau sur l'agrandissement du tableau de terrain. De nombreuses heures d'instruction en communication, allant de la préparation d'un message militaire aux procédures appropriées pour l'utilisation du radiotéléphone. Des leçons sur la mobilité aérienne, des choses passionnantes. Une instruction sur la mobilité au sol, allant de l'utilisation tactique des véhicules d'infanterie comme ces transports de troupes blindées à leur entretien et leur maintenance. Mais il n'y a pas que les armes et les tactiques. On reçoit de grandes ou petites doses de presque tout le reste, comme la maintenance préventive, l'histoire militaire, les procédures d'approvisionnement de la compagnie, l'organisation de l'armée, les opérations de la guerre froide, tout ce que vous pouvez imaginer, en plus de quiz et d'examens tout au long de la formation. L'accent principal, cependant, est mis sur la formation au leadership. L'officier responsable de section est celui qui maintient vraiment la pression sur le leadership, et il n'est jamais aussi dur, vigilant ou critique que lorsque vous prenez un poste de commandement. Vous effectuez au moins 6 périodes de service en tant que commandant de compagnie, officier exécutif, premier sergent, chef de section, sergent de section ou chef de groupe. Vous ne prenez pas la grosse tête avec ces insignes de commandement. Big Brother vous surveille, vous devez faire en sorte que votre section ait fière allure et marche correctement. Le lieutenant Abla est toujours prêt à vous aider à faire exactement cela. Chaque matière, chaque leçon a une signification en termes de leadership.
Je croyais que l'exercice militaire servait seulement à marcher, mais en tant que candidat officier, on vous enseigne la bonne façon de l'apprendre et de l'enseigner. Vous apprenez à donner des ordres et à accomplir la tâche à votre manière. Cela s'ajoute à votre évaluation de leadership. Pauvre Williams, il est aussi nerveux qu'un chat mouillé. Oh oh. Voici l'officier TAC qui part en reconnaissance ou observation. Tu comprends finalement ce que signifie une CI quand tu vas voir l'officier TAC pour une séance de calculatrice. Ces séances ont lieu au moins une fois par semaine. Tu te rends compte au bout d'un moment que l'officier TAC est strict mais juste. Il fera tout ce qu'il peut pour t'aider dans les matières académiques ou de leadership, mais c'est à toi de faire tes preuves. Tu apprends que tu dois savoir accepter la discipline avant de pouvoir l'exiger des autres. Le système de sanctions sert à maintenir les normes élevées de l'OCS. Trop de sanctions entraînent la perte de privilèges. Vous êtes évalué 3 fois au cours de la formation. En plus de l'officier TAC, il y a le commandant de compagnie et vos camarades candidats aussi. Tout cela détermine si vous continuez ou non à progresser à l'école des officiers. La 11e semaine est cruciale. C'est alors que vos officiers de compagnie réalisent donc la première évaluation du leadership et identifient les candidats ne répondant pas aux critères. Ils peuvent être renvoyés dans une autre classe ou exclus du cours. Williams faisait partie de ceux dont on doutait. Il aura une autre chance dans une classe différente. Maintenant, ils commencent à insister sur les tactiques, des leçons vraiment poussées sur l'analyse du terrain. Ensuite, ils appliquent en pratique sur le terrain ce qu'ils ont appris. Vous apprenez à utiliser l'escouade de fusiliers et l'escouade d'armes, aussi bien en défense qu'en attaque. Mettre en place une base de feu, utiliser le feu et la manœuvre pour neutraliser un bastion ennemi. J'ai appris que vos performances dans ces situations tactiques sont le facteur le plus important pour évaluer votre capacité de commandement. Nous sommes passés à l'étude des tactiques de peloton et c'est moi qui dirigeais cet exercice. Position ennemie devant. Tu avances pour évaluer la situation. Tu dois prendre en compte la force ennemie, les armes, les fortifications et bien d'autres facteurs. Tu dois réfléchir vite et écrire « Dieu merci pour l'entraînement ». Tu appelles tes chefs de section à te rejoindre à un endroit désigné.
Quand tu as rassemblé tes chefs de section, tu donnes ton ordre d'attaque, c'est là que tu appliques les principes de tactique que tu as appris. L'ordre d'attaque doit être clair, concis et complet, en suivant le plan d'un ordre de campagne en 5 paragraphes. Ta performance ici est primordiale. L'officier d'attaque t'évaluera sur ta capacité à prendre de bonnes décisions. Si ce sont les bonnes décisions, ton peloton viendra à bout de la position ennemie. Les décisions étaient des bonnes. La formation au leadership a porté ses fruits, elle a aussi permis une promotion. Je suis devenu élève de dernière année à la 18e semaine avec le reste de mes camarades qui ont réussi. En tant que candidat de dernière année, j'avais le droit de porter la coiffe bleue du casque. J'étais désormais un vrai bleu. Je pouvais marcher au lieu de courir dans la zone de la compagnie. Ça faisait vraiment plaisir de recevoir un salut d'un élève plus jeune. On pouvait presque sentir les galons d'officier pousser sur ses épaules. Tes responsabilités augmentaient aussi. Tu dois donner l'exemple pour Lower Glen, et tu dois être plus affûté que jamais. Les évaluations de leadership et les jurys continuent jusqu'aux dernières semaines de l'OCS. Et la pression aussi. Comme ce parcours d'obstacles installé par les instructeurs Rangers, ils l'appellent le parcours de confiance physique. Et tu as droit à ce sentiment puisque tu dois passer le parcours 2 fois. Nous avons compris que la fin approchait lorsque nous avons enchaîné les problèmes lors des tactiques de compagnie d'infanterie et des attaques de fusiliers en véhicules blindés. Soutenus par des chars et des armes d'appui dans une opération combinée, le travail d'équipe tirant de toutes parts pour neutraliser le feu ennemi, les fusiliers déployés depuis les blindés pour submerger l'ennemi. Pour moi, cet exercice a été l'apogée de l'OCS. Soudain, vous passez votre dernière inspection. C'est la 23e semaine, vous y êtes presque. C'est le jour de la remise des diplômes. L'événement principal a lieu dans le magnifique auditorium George C. Marshall du bâtiment de l'école. Discours d'invités distingués. Les 10% premiers de la promotion reçoivent d'abord leur certificat de fin d'études. Ils sont connus sous le nom de diplômés distingués. Cet honneur leur donne droit à une considération particulière pour les nominations dans l'armée régulière ainsi que dans le choix des affectations. L'homme qui est premier de sa promotion, le diplômé d'honneur, reçoit sa récompense. Il a vraiment dû travailler pour l'obtenir. Une récompense spéciale est remise aux candidats ayant démontré le meilleur leadership. Tu sais, cet homme ira loin. Puis vient ton propre grand moment, recevoir ce précieux certificat qui dit, officiellement, que tu es sous-lieutenant dans l'armée des États-Unis. Et la prestation de serment. Tu essaies de rester calme, mais tu sais que c'est le plus grand moment que tu aies jamais vécu. Cela marque la fin réussie des 6 mois les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants de ta vie. Mais ce n'était que le début pour le lieutenant Bill Sands, le début d'une expérience qui lui offrira des défis et des opportunités sans limite. En tant qu'officier de l'armée des États-Unis, il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour obtenir son diplôme d'une école de candidats officiers de l'armée. Il a de bonnes raisons d'envisager l'avenir avec anticipation et confiance. En tant que chef d'homme, un chef d'homme, c'est ce qu'il est devenu. Lorsqu'il arrive dans une zone de combat, il est prêt pour 6 mois éprouvants à travers l'école des officiers de réserve, OCS. Sa détermination a été mise à l'épreuve, son endurance testée, son potentiel naturel forgé en compétences professionnelles. Il est prêt, quelle que soit sa spécialisation militaire, à aller là où le devoir l'appelle et à accomplir sa mission.
En tant qu'officier d'artillerie, il est prêt à gérer les complexités du soutien-feu aux unités terrestres en action. L'école des officiers l'aura préparé à jouer son rôle dans la maîtrise de la puissance de feu mobile et robuste, qui est désormais sa spécialité, la cavalerie blindée rapide et percutante du XXe siècle. En tant que diplômé de l'école des officiers du génie, il peut être impliqué dans des projets de construction d'une ampleur véritablement massive et essentielle à la réussite des forces de combat sur le terrain. Il peut participer à la construction d'un port opérationnel, depuis les rangées de quais à grande capacité jusqu'au complexe de bâtiments administratifs, casernes, autobus et tout le reste, sans lesquels le grand port ne pourrait pas fonctionner. Un port dont la capacité et le trafic mensuel de tonnage égalent ceux de nombreux ports commerciaux dans le monde. L'officier de l'intendance peut aussi aider à répondre aux besoins d'approvisionnement des unités sur toute la zone de combat. Des tonnes d'équipements et de matériel doivent être stockées et entreposées de manière économique et sécurisée. Elles doivent être acheminées rapidement vers leur destination. C'est à cela que l'officier de l'intendance a été formé. Fournir et entretenir la puissance de feu de l'armée est la fonction du service du matériel, et ces officiers sont formés pour superviser la réparation des armes. Le réapprovisionnement en munitions, le maintien de la puissance de feu massive de l'armée de combat d'aujourd'hui. Le déplacement de tout cet équipement et matériel vital, et même des hommes eux-mêmes, sera la responsabilité de l'officier du corps du transport. Toutes ces compétences spécialisées, ces domaines spécifiques de formation et de capacité, se combinent pour rendre possible l'efficacité globale au combat de l'armée. Sur le terrain et dans tous les aspects, ce leadership est ce qui rend le succès possible. Des officiers dont la formation les prépare à guider les hommes pour utiliser les armes, équipements et tactiques les plus récents afin d'accomplir la mission du soldat, approcher et détruire l'ennemi. L'efficacité de toute force de combat dépend finalement de son leadership. Et le leadership, bien que son potentiel soit plus grand chez certains hommes que chez d'autres, dépend en grande partie de la formation. Ce leadership est quelque chose qui peut s'apprendre et s'enseigner. Le succès du programme de formation des candidats officiers l'a prouvé sans aucun doute, et l'a prouvé là où cela compte, sur le champ de bataille, avec le jeune officier de l'armée d'aujourd'hui. Lorsqu'il termine les 6 mois d'entraînement rigoureux, physique, mental et technique, c'est-à-dire que l'école des officiers a mérité sa position d'officier par sa sueur, ses compétences démontrées et sa compétence professionnelle. Et il a également mérité la gratitude et le respect de la nation qu'il est prêt à défendre en mettant à profit ses compétences et son savoir-faire. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.